le plan, c'est, on va dire que la déclaration de Target, c'est n'importe quoi, et on va proposer un geste fort. Donc il propose l'abandon de certains impôts pour les gens du peuple, le fait que les nobles vont désormais enfin payer l'impôt, et quelques autres mesures du type la fin des emplois réservés pour les nobles. Il y avait certains emplois dans l'administration ou à l'armée qui étaient réservés aux nobles. Donc, le point de départ de la nuit du 4 août, c'est ça. C'est ces deux nobles qui se succèdent à la tribune et qui disent « Ok, c'est vrai, on ne peut plus continuer. Donc, oui, je propose que nous, nobles, commencions à payer des impôts pour de vrai et qu'on change le système. » Et à partir de là, il y a un jeu de domino et tout échappe sans doute un peu aux gens qui avaient fomenté ce plan. Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on reçoit un invité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Bertrand Guyot. Bonjour. Bonjour. Il est écrivain. Il a écrit récemment L'abolition des privilèges aux éditions Les Avrils. L'abolition des privilèges s'intéresse à la période de la Révolution française. C'est une période très connue, très marquante, évidemment, pour tout Français, et même au-delà de ça, dans toute la francophonie sans doute. On passe par l'étude de l'histoire de la Révolution française, et donc on se posait la question... Pourquoi s'être intéressé spécialement à cette période-là? Alors, à cette période en général, parce que, comme vous dites, on s'y intéresse tous un peu. Comme on sent qu'en ce moment, dans l'air, il y a quelque chose de changement, de système qui ne peut plus continuer, on a naturellement envie d'aller voir des périodes où il y a eu un changement radical qui s'est opéré. Et puis pour ma part, j'ai eu un autre prisme. J'entendais beaucoup parler de privilèges, alors contemporains, donc, qui sont moins économiques, mais qui sont les privilèges masculins, privilèges blancs, etc. Je me disais, mais il y a, dans cette histoire de la Révolution française, il y a une nuit qui est connue comme la nuit de l'abolition des privilèges. Et en vrai, je sais, comme quasiment tous les écoliers, que c'est le 4 août, que c'est la nuit, mais j'en sais pas plus. Donc je suis allé regarder un peu ce qui s'était passé, puis j'ai creusé un peu en lisant le journal d'un député lambda du tiers-état en 89, et j'ai compris que tout ce qu'on m'avait raconté sur la Révolution avant, c'était pas faux, mais c'était totalement incomplet, et que ce qui s'était passé le 4 août était quelque chose de complètement dingue, et que les contemporains eux-mêmes, le 5 août au matin, disaient « Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait ?» Donc j'avais envie de creuser. Et donc le contexte général du pays dans la période de la Révolution française qui mène à cette nuit du 4 août au final où on abolit les privilèges, à quoi ressemble la France à l'époque? Est-ce que c'est un pays qui est en guerre totale? Est-ce que le pays est calme? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Alors le pays, il est en paix depuis longtemps. En tout cas sur son territoire. C'est sans doute le pays le plus peuplé, le plus riche d'Europe. Mais il y a eu des guerres, notamment la guerre aux États-Unis, qui ont coûté très cher. Donc le pays est complètement endetté, avec un déficit budgétaire pas soutenable. Et dans le même temps, la conjoncture économique n'est pas bonne. Il y a eu 2 années de mauvaise récolte, donc le prix du pain augmente. Enfin, donc en 1789, on a ce double phénomène. On a une dette insoutenable, des pauvres qui s'en sortent plus, et on a un système fiscal qui ne marche pas non plus parce que les nobles sont exemptés d'impôts. Un peu comme si aujourd'hui on avait un déficit budgétaire et une dette qui grève le budget, les plus gros profits qui échappent à l'impôt et de plus en plus de gens qui allaient manger au resto du cœur, par exemple. C'est le même, alors toute proportion gardée, mais c'est les mêmes mécanismes. Et donc c'est avant tout en partie aussi une révolte fiscale, parce que les gens en ont marre de payer, ont l'impression de ne pas pouvoir vivre de leur travail. Oui, alors et au début, il n'y a pas vraiment il y a plein de petits foyers de révolte ici ou là, mais il ne faut pas imaginer la Révolution française comme un moment où le pays tout entier s'est levé en disant « Non, on n'en peut plus !» Tout ça a été extrêmement graduel. Et donc le point de départ de tout ça, c'est Louis XVI lui-même qui voit bien qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et qui cherche de l'argent. Et donc, et lui, il sait que la première chose à faire, c'est de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les nobles. Mais les nobles, évidemment, tiennent bien le royaume, et tout en disant « Mais oui, bien sûr, nous allons payer l'impôt », depuis, ça fait 20 ans qu'ils disent ça, et ça fait 20 ans qu'en fait, ils s'arrangent toujours pour y échapper.
Et donc il y a une sorte de sentiment général que le monde n'est plus juste et qui va forcément s'écrouler, parce que dans le livre vous expliquez que c'est quasiment inéluctable. Alors que le ça, monde s'effondre. il faut faire très attention à ces visions-là de l'histoire, c'est-à-dire que rien n'est jamais inéluctable. Si on savait que quelque chose est inéluctable, on irait, on le ferait tout de suite. Donc en fait, les contemporains, pour eux, rien n'est inéluctable. Ils se disent, il y a ça qui ne va pas ou il y a ça qui ne va pas, c'est très partiel. Il n'y a rien de très construit, vraiment. Donc la chute du régime n'est pas du tout inéluctable. Et quand on regarde tout ce qui se passe les quelques mois avant le 4 août 1789, on peut voir 5-10 moments où on se dit, mais si Louis XVI avait pris telle décision-là, en fait, tout se serait arrêté. D'accord. Et donc le siècle, enfin le XVIIIe siècle, le titre du livre c'est l'abolition des privilèges. On va essayer de mieux comprendre pourquoi c'était un siècle où les privilèges étaient omniprésents. Vous l'avez évoqué, une partie de la population ne payait pas d'impôts, ce qui peut déjà paraître étrange. En fonction de son statut, on ne payait pas d'impôts. C'est un premier privilège. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut évoquer? Enfin, quel est l'état d'esprit général? En vrai, il y en a plein d'autres. Et c'est là où nos deux situations, XVIIIe siècle et aujourd'hui, ne sont pas comparables. C'est que le droit au XVIIIe, c'est le privilège, ou plutôt les privilèges, c'est le droit. On est dans un régime où, en gros, a priori, on ne peut rien faire si ce n'est pas autorisé. Donc il faut des autorisations préalables. Les journaux, il n'y en a pas beaucoup, mais les journaux qui paraissent ont tous en dernière page un cartouche qui dit imprimé avec le privilège du roi, etc. Pouvoir tenir, une ville qui peut tenir marché 2 jours par semaine ou par mois, c'est un privilège. Les exemptions de taxes un peu partout, parce que le système est truffé d'exemptions, c'est des privilèges. Bref, il y a des privilèges partout. Ce qui fait que les gens, quand on interroge les citoyens, quand on leur demande de rédiger leur cahier de doléances en début 1789, la première chose qu'ils disent, c'est « on veut garder nos privilèges ». Comme aujourd'hui, on dirait « on veut sauvegarder nos acquis ». Oui, c'est intéressant, vous expliquez que dans les cahiers de doléances, il n'y a pas de demande de liberté supplémentaire. C'est simplement l'idée, je veux garder mes privilèges et j'aime pas tellement ceux des autres. Exactement. Et ça, c'est un mécanisme qu'on retrouve tout le temps. Le mot liberté, il est employé par tout le monde. Ce qui fait qu'il n'a plus vraiment de sens, mais il a une vertu un peu magique. Il est employé, en fait, le tiers-état parle de liberté. Parce que les gens sentent bien qu'ils sont un peu coincés partout, voilà, mais c'est pas très précis. Le tiers-état, pour résumer, en fait, eux, ils payent pour le reste, ils n'ont pas grand-chose à dire à cette période-là. C'est ça, alors le tiers-état, on a à la fois les gens très pauvres et puis des riches bourgeois. C'est tous ceux qui sont ni nobles, ni ecclésiastiques. Donc c'est 96 ou 97% de la population. Et j'ai trouvé dans le journal d'un petit marquis à Versailles, qui est très conservateur et un peu idiot, mais très sincère. Il entend parler d'une manifestation, on va dire, du tiers-état en Bretagne. Et il dit, mais c'est fou, ils avaient des drapeaux avec écrit « Liberté » et puis un T pour tiers-état. Enfin, on aurait dit un réac qui vient de voir un reportage sur les gilets jaunes sur les ronds-points, quoi. Donc je sais, grâce à lui, qu'on arborait le mot de liberté au tiers-état. Les nobles, il y a toute une partie de la noblesse qui revendique aussi la liberté, et eux, ils veulent des libertés publiques, ils veulent la liberté d'opinion, ils veulent la liberté de presse, en gros, ils veulent des libertés pour eux. Et c'est eux qui vont déclencher le processus révolutionnaire. En revendiquant ces libertés, en disant au roi, en gros, vous voulez qu'on paye des impôts? D'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est des libertés. Voilà, et c'est là que Louis XVI, coincé, se retrouve obligé de convoquer les États généraux. C'est ça qui déclenche tout. Absolument, vous venez d'évoquer un acteur central de toute cette période. Si on reprend le rôle de Louis XVI, il est resté dans l'histoire comme un roi un peu mou, qui a de la peine à décider, alors qu'au final, c'est la période qui nécessite le plus de décisions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Qu'est-ce qui transparaît et comment est-ce que ça mène à la nuit du 4 août? En très rapide, il est devenu roi très jeune alors qu'il n'était pas préparé pour ça. Et il est un peu... D'un certain côté, il est gagné par les idées du siècle. Donc lui, il a lu les philosophes, par exemple. Il sait qu'il faut changer des choses. Il nomme, quand il arrive sur le trône, il nomme Turgot comme ministre principal. Turgot, en gros, c'est comme un intellectuel libéral.
qu'on mettrait aux manettes aujourd'hui. Donc c'est un geste fou. Enfin, toute l'Europe regarde ce que donne cet attelage d'un roi nouveau et d'un jeune roi et d'un intellectuel libéral. Et puis l'expérience capote, on pourra peut-être en parler plus tard pourquoi, mais donc il a fait une première expérience et puis il se laisse avoir par tous les nobles qui en fait tiennent tous les rouages économiques. Et au fond, Louis XVI, c'est quelqu'un qui voudrait bien plein de choses et qui est incapable de trancher en général. Mais il a une conviction depuis très longtemps, c'est que il faut faire payer les riches. Enfin, il dit pas comme ça, il dit qu'il faut faire payer les nobles. Et les nobles résistent. Louis XVI fait ce qu'il peut pour obtenir ça. Et finalement, il finit par subir totalement toute la situation. Et donc il ne faut pas le voir comme un roi tout mou qui fait rien, qui va à la chasse, même s'il y va beaucoup, ni comme un réactionnaire conservateur qui est contre le peuple, pas du tout. Alors Louis XVI, il y a un exemple très drôle dans le livre où vous montrez qu'il prépare 2 discours comme pour plaire à tout le monde. Il aimerait bien plaire à tout le monde, Louis XVI, je pense. Mais oui, son indécision est folle. Et je veux préciser par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit que le peuple adorait le roi. On n'adore pas Louis XVI en tant que Louis XVI. Mais c'est la figure du roi qui reste adorée en 89. Et si on avait dit à l'époque, même à l'été 89, même après le 14 juillet, si on avait dit aux gens que 4 ans plus tard, même 3 ans et demi plus tard, la tête du roi allait tomber, personne n'y aurait cru. Donc l'histoire va peut-être plus rapidement que ce que les gens imaginent au début. Dans le contexte, on a évoqué quelques acteurs importants de cette période. Il y a Louis XVI, vous avez évoqué Turgot, qui est ensuite remplacé par le baron Necker, donc le rôle de Necker également pour redresser les finances. Donc le contexte général de la France, c'est une France où on a des problèmes financiers pour payer les dépenses de l'État, et donc on se pose la question, mais qui pourra payer cette différence? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Et dans ce contexte-là, il y a la naissance difficile de l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale qui va regrouper les nobles, le clergé, également le tiers-État, dans le but de trouver une solution. Peut-être pouvez-vous nous dire un peu le contexte de comment est-ce que l'Assemblée nationale naît, et je crois qu'il y a une grosse polémique sur le nom même de l'Assemblée nationale. Polémique non, mais grand débat. En fait, alors, je vais faire un résumé extrêmement court. Louis XVI réunit les États généraux. Il y a 3 ordres. Il y a la noblesse, le clergé et le tiers-État qui travaillent chacun de leur côté. Et à la fin, on réunit les propositions des uns et des autres. Le tiers-État dit, nous, on est 97% de la population, et si les deux autres ordres s'unissent, nous, on compte pour rien. Donc ils contestent les règles du jeu. Ils essaient de discuter avec la noblesse, avec le clergé. Ils sont reçus avec une certaine morgue. Et à un moment, en fait, les États généraux sont bloqués pendant 1 mois et demi. Il ne se passe rien. Les meneurs du tiers-État disent tant que les règles ne changent pas, nous, on ne fait rien. Et donc tout est bloqué. Le clergé, la noblesse persistent dans leur refus de transiger. Et donc, c'est en réaction à ça que le tiers-État, pour le dire vite, se radicalise et à un moment dit tant pis, on va continuer à travailler en disant mais nous, on est 97% de la population, on se décrète Assemblée nationale, les autres en qu'à nous rejoindre, nous on avance. Peut-être pour le contexte, je crois qu'ils sont à des endroits différents, donc les nobles et le clergé ont des pièces beaucoup plus jolies, beaucoup plus gracieuses, et eux ils sont coincés tout en bas dans une pièce exact, en fait quand on a préparé les États généraux, l'architecte, le grand architecte de l'événement a prévu 2 salles pour que travaillent les nobles d'un côté, le clergé de l'autre, et pour le tiers-État on n'y a pas pensé. Et donc le jour de l'inauguration, les députés du tiers voient que les nobles et le clergé montent dans les étages et ils disent « Et nous, on bosse où ?» Et là, l'organisateur leur dit « Vous n'avez qu'à rester dans la grande salle. » Et donc de ce bras de fer politique, le tiers-État se rebelle quasiment et force un peu la main aux 2 autres, et ils finissent par le suivre. À partir de ce moment-là, on peut passer à la phase d'Assemblée nationale. Exactement. Et ça, c'est presque un coup d'État en vérité. Et pour continuer mon résumé extrêmement rapide, il y a une frange réactionnaire à la cour qui refuse ce coup d'État et qui veut, en gros, dissoudre les États généraux. Et c'est cette histoire qui, je passe les détails, mais qui dégénère en ce qu'on appelle le 14 juillet en France, mais qui sont 3 jours d'émeute. 3 jours d'émeute à Paris, suite au renvoi de Necker. En gros, c'est une sorte de contre-coup d'État que tente la fraction réactionnaire de la cour qui fait pchit
à cause de ce qui se passe à Paris et finalement de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, en fait, ce n'est que le point d'orgue de 3 jours d'émeute qui font que le roi finit par dire stop et la frange réactionnaire est éliminée. Et vous avez les premiers émigrés, vous avez quand même un frère du roi qui fuit la France à ce moment-là, dès le 15 juillet. Vous avez évoqué Necker, le ministre des Finances. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'importance qu'il joue? Parce que moi j'ai l'impression que dans le livre, ce qui en sort, c'est que c'est un personnage de confiance. Qu'on a l'impression que c'est important qu'il reste parce qu'il est une figure d'autorité, un peu de sérieux aussi. En vrai, c'est quasiment le seul ministre compétent. Louis XVI est obligé de travailler avec lui, même si je pense qu'ils ne s'entendent pas bien du tout. Mais c'est un banquier, il sait comment calmer les marchés en gros. Parce que déjà à l'époque, la France doit se financer par les marchés, donc oui, la déjà, dette doit être vendue. Non, mais en fait, tous les nobles, et quand je dis les nobles, c'est aussi les évêques qui sont nobles, tout le monde spécule. Tout le monde joue en bourse, quoi. Et donc Louis XVI ne peut pas trouver de ministre qui ne soit pas compromis dans des affaires ou qui ait des intérêts contradictoires avec l'intérêt général. Et donc Necker, lui, ça fait des années qu'il réussit tout en, j'imagine, faisant ses affaires de son côté, mais qui réussit à calmer les marchés, à conserver la confiance de tout le monde. Et le tiers-État a une énorme confiance, place une énorme confiance en Necker. Qui lui essaie de persuader le roi de changer les règles. Sauf que Necker a trop de respect pour le roi, ça c'est toute l'époque en fait. Necker a trop de respect pour le roi pour lui imposer des choses. Donc finalement, Necker, à partir de juillet 89, il perd un peu la main. Et donc de cette période qu'on a décrite maintenant, on s'approche gentiment de la nuit fatidique dont vous parlez dans le livre, le 4 août, l'abolition des privilèges. Et comme on le perçoit dans le livre, en fait, cette nuit du 4 août, de l'extérieur, on ne pouvait pas tellement s'attendre à ce que ce soit la grande soirée, la grande nuit où tout part. Pas du tout. Donc comment est-ce que vous pouvez décrire les heures qui précèdent la nuit du 4 août? Oui. Alors, si je fais un résumé des épisodes précédents, le roi a été plus ou moins mis sur la touche. Necker est encore là, mais il n'a plus trop de pouvoir. Le pouvoir a été transféré à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est 1000 personnes. C'est un bordel absolu de tous les gens qui racontent ce qui s'y passe. Les discussions on s'invective, on s'insulte. C'est pas du tout une assemblée de sages, pas du tout. Il y a beaucoup de difficultés à faire respecter le silence, à qui a le droit de parler. À faire respecter quoi que ce soit, en vrai. Mais le pouvoir maintenant est là. Quand ils se sont décrétés à l'Assemblée nationale, ils ont dit « Nous allons changer tout le système fiscal ». Donc on va supprimer on va tout mettre à bas et on va inventer de nouveaux impôts plus justes. Que font les gens? Ils arrêtent de payer leurs impôts. Et donc début août, on se retrouve avec des problèmes financiers qu'on avait depuis des décennies, qui sont aggravés par le fait que là maintenant les gens ne payent plus, donc il n'y a plus un sou en caisse. Donc c'est un peu une zone transitoire qui est très, très bizarre parce que les gens s'attendent à une révolution fiscale, à un changement, donc ils disent en attendant je ne veux plus payer, et les nouveaux qui s'attendent à être taxés ne payent pas encore. Donc on a vraiment une sorte d'urgence aussi qui se crée à cause de ça. Exactement. Et deuxième élément de contexte essentiel, c'est qu'il y a une sorte d'onde de choc du 14 juillet qui va un peu dans tout le pays. Il faut savoir qu'en gros, pour aller de Paris à Marseille, il faut 4 jours, donc une nouvelle, mais aussi 4 jours pour arriver. Ou 5. Et il y a des mini-révoltes un peu partout. C'est un phénomène que les historiens ont appelé la Grande Peur. Un truc très étonnant, très diffus, il y a des rumeurs de complot dans tous les sens, et des paysans qui vont brûler des châteaux. Sans forcément de revendications particulières, ils vont brûler les châteaux, ils vont surtout brûler les endroits où sont consignés ce qu'ils doivent payer comme impôt. Bref, on est dans un contexte où il n'y a plus de pouvoir, à part l'Assemblée, mais qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas de levier exécutif. Et les châteaux brûlent partout. Donc il faut faire quelque chose, très vite. Et la séance du 4 août, au soir, donc l'Assemblée, maintenant, elle siège le matin et le soir. Le matin, on est en train de parler de la Déclaration des droits de l'homme. Mais le soir, l'ordre du jour, c'est que faire face ce qu'on appelle les alarmes qui remontent de tout le pays. Et il y a un député que l'histoire a oublié, mais qui est assez connu à l'époque, qui est un avocat qui s'appelle Target, qui doit, au nom de plein d'autres gens, faire une grande déclaration pour, en gros, appeler au retour à l'ordre.
On peut dire que c'est un académicien, donc théoriquement c'est un académicien, très intelligent, mais il parle assez mal. Enfin, il n'a pas un charisme. Si, mais il est très ampoulé, on va dire. Et il reste dans le discours, quoi. Donc, le discours qu'il tient en ouverture de la séance du 4 août, c'est il faut dire aux gens que il faut continuer à payer les anciens impôts avant qu'il y en ait des nouveaux. Et surtout, on exige le retour à l'ordre, sans dire comment, enfin voilà. C'est la déclaration sur laquelle les gens doivent voter. Il y a plein de gens qui sentent que ça ne va rien changer. Et c'est en gros, cette déclaration va servir de point d'appui pour que certains passent enfin de nouvelles idées. Voilà, c'est là que la nuit du 4 août, elle commence là. C'est le foutoir dans tout le pays, il faut faire quelque chose. Une déclaration est à l'ordre du jour pour dire il faut le retour à l'ordre. Et à partir de là, il y a un noble qui monte à la tribune et qui dit non mais en fait, c'est pas ça qu'il faut, ça sert à rien ça. Il faut faire un geste fort, en gros, le pays est bloqué. Il faut un geste fort et ce geste fort, il peut venir que de nous, les privilégiés. C'est hyper intéressant, mais c'est une sorte de traître un peu de sa classe, si on prend le rôle, parce qu'il déclare que en fait, sa classe devrait payer plus et participer. Et donc le contexte de l'Assemblée dans les jours précédents, c'est qu'ils sont quasiment dans l'incapacité de se décider sur des toutes petites choses, et tout à coup, à cette soirée, le monde change. Donc la dynamique est inattendue aussi au sein du groupe, et le fait que Noailles, je crois, il monte à la tribune et il déclare ça déclenche une dynamique qui ensuite est difficile à arrêter. Donc. Exactement. En fait, ils sont deux nobles à monter à la tribune pour demander l'abolition de certains privilèges. Je pense que vous dites l'abolition, l'Assemblée était incapable de discuter même de petites choses, c'est vrai, et c'est aussi pour ça que dans les cafés autour de l'Assemblée, plein de gens se réunissent, les gens du tiers-état et les nobles ont commencé à parler ensemble, et comme toujours en fait, rien d'important ne se décide en Assemblée, ça se décide à côté. Et là, il y a une sorte d'alliance de circonstances qui s'est faite entre ce qu'on appelle le club breton. C'est donc des députés du tiers-état autour des députés bretons qui sont depuis le début des États généraux en pointe pour le tiers-état. Donc ces gens-là qui discutent avec la frange libérale, ce qu'on appelle les nobles libéraux, et qui se disent on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ce qui va se passer le 4 août, c'est un plan qui a été bricolé la veille depuis l'avant-veille et la veille au café. Donc le plan c'est, on va dire que la déclaration de Target c'est n'importe quoi, et on va proposer un geste fort. Donc ils proposent l'abandon de certains impôts pour les gens du peuple, le fait que les nobles vont désormais enfin payer l'impôt, et quelques autres mesures du type la fin des emplois réservés pour les nobles. Il y avait certains emplois dans l'administration ou à l'armée qui étaient réservés aux nobles. Donc, le point de départ de la nuit du 4 août, c'est ça. C'est ces deux nobles qui se succèdent à la tribune et qui disent « Ok, c'est vrai, on ne peut plus continuer. Donc, oui, je propose que nous, nobles, commencions à payer les impôts pour de vrai et qu'on change de système. » Et à partir de là, il y a un jeu de domino et tout échappe sans doute un peu aux gens qui avaient fomenté ce plan. Oui, parce que chaque député qui ensuite prend la parole propose d'abolir certains privilèges, et c'est comme si un peu il y avait une contrition collective. Chacun monte à la tribune pour dire « Ah, moi aussi j'ai un problème, donc je veux m'en débarrasser, je lâche mes privilèges, ou ce privilège devrait disparaître. » Donc c'est une sorte de... comme si plein d'accusés venaient à la tribune et déclaraient qu'il faut changer quelque chose. C'est une très bonne image. À ceci près que, quand on regarde le détail, il y a aussi des chicanes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui abolissent le privilège du voisin. Donc c'est comme un jeu de quilles en fait, vraiment. Donc c'est un évêque qui va demander l'abolition du droit de chasse. En gros, seuls les nobles avaient le droit de chasser sur leur terre. Mais lui, il n'a pas forcément de terre, lui, il ne chasse pas forcément. Ce qui fait que c'est un député noble qui demande, non pas l'abolition, mais ce qu'on appelle le rachat des dîmes. La dîme, c'était en gros l'impôt que tout le monde payait à l'église. Donc voilà, il y a à la fois un phénomène de contrition générale, un peu, et beaucoup de ok, puisque si tous les privilèges doivent tomber, ok, bah moi je vais taxer le voisin, quoi. Et la discussion est assez drôle parce que
le président de l'Assemblée, si on l'appelle comme ça, je ne me souviens plus, il stoppe pas les débats parce qu'il a l'impression si je laisse les débats continuer, il y a d'autres privilèges qui vont tomber. Donc il stoppe pas tellement et il laisse les différents députés passer. Alors c'est effectivement le président, sauf qu'à l'époque, quand on dit président de l'Assemblée nationale, c'est juste le gars qui tient les débats. C'est le secrétaire de séance, quoi. Il est élu pour 15 jours, mais c'est lui qui il peut décider qui prend la parole ou non, quoi. Et le Chapelier, c'est un Breton, et depuis le début des États généraux, il fait partie des radicaux chez les Bretons. Il a mis un peu d'eau dans son vin, il a discuté avec les nobles, c'est lui qui est, en gros, il fait partie de ceux qui ont été à l'initiative du coup d'État, en gros, de l'Assemblée nationale. Donc là, il a quand même un plan en tête depuis longtemps. Donc, le plan dont je parlais, bricolé au café entre les Bretons et les nobles, c'est lui qui en est le porteur, on va dire. Donc il sait ce qui va se passer dans la séance. Et puis, il sent, et là c'est un peu moi qui extrapole, mais vraiment quand je lis tous les comptes rendus des débats, je pense que je suis pas loin de la vérité. Il voit que ça prend. Que des gens qui n'étaient pas prévus au plan se lèvent et abandonnent les privilèges ou proposent d'abandonner les privilèges de leurs voisins ou concurrents et se dit tant que je gagne, je joue, quoi. Et donc il a un moment où, quand le clergé n'a pas encore beaucoup parlé, alors que des gens le pressent de tous côtés de dire c'est bon, on a ce qu'on veut, banque, en gros, on arrête là, il dit non. Attendez, vous là, les évêques, on ne vous a pas entendu, vous n'avez pas quelque chose, je ne sais plus quelle est à apporter à la générosité nationale ou quelque chose comme ça. Et les évêques se sentent obligés d'eux aussi entrer dans la danse. Et ça continue. Et donc cette dynamique de la nuit folle, elle finit par s'arrêter, je ne sais plus à quelle heure du matin il s'arrête. Alors, elle s'arrête à 2h30 du matin. Et en vrai, il y a un autre crescendo qui vient vers minuit et quelques, où les députés du tiers-État eux-mêmes se disent en fait, nous aussi, on peut entrer dans la danse. Et j'ai pas trouvé de traces. Est-ce que c'était prévu au plan ou non? Probablement, mais on ne sait pas comment. Mais province après province, les députés viennent en procession devant ce qu'on appelle aujourd'hui le perchoir et déclarent abandonner les privilèges de leur province. Mais les privilèges, c'est des trucs énormes. C'est par exemple l'exemption de gabelle, enfin l'impôt sur le sel, de toute la Bretagne. Donc c'est tout ce qu'on leur demandait, tout ce que les électeurs leur demandaient de conserver, ils viennent l'abandonner. Oui, c'est toute la difficulté, parce qu'ils se rendent compte qu'ils devraient aussi aller raconter à la population on a aboli des choses que vous souhaitiez abolir, mais il y a aussi tout le reste qui est passé avec. Voilà, mais ils l'ont fait aussi parce que c'est pas juste qu'ils se sont laissés entraîner. En fait, il faut imaginer que la France, en 89, c'est un peu, c'est très décentralisé. L'exemple que je pourrais prendre aujourd'hui, c'est l'Allemagne des Länder, quoi. Avec un droit spécifique par province. Et les députés du tiers-État, depuis avant 89, mais particulièrement depuis le début des États généraux, commencent à concevoir ensemble une vision d'un pays unifié où en gros tout serait quand même plus simple si on avait tous les mêmes droits. Et c'est finalement cet élément-là qui devient peut-être le plus important de toute cette nuit, c'est que on avait au matin du 4 août un pays complètement morcelé avec des droits distincts dans toutes les provinces, et le lendemain matin on a, j'exagère, mais globalement on a un pays unifié avec un même droit pour tous. Et donc vous parlez du matin d'après. Après la nuit folle, il y a un peu la gueule de bois après une nuit d'ivresse, parce que la difficulté, c'est certes le Parlement a décidé de faire ça, d'avancer, mais après il faut encore le promulguer puis l'appliquer réellement dans le reste du pays. Et dans le livre, vous racontez qu'il y a toute une période où c'est un peu flou, on ne sait pas vraiment ce qui est appliqué, le roi ne veut pas non plus aller au bout de la chose, donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette période d'entre-deux? Alors, deux choses. La première, c'est que le 5 au matin, ils sont tous extrêmement fiers de ce qu'ils ont fait, ils sentent déjà que... on va en parler dans toute l'Europe, ça va avoir un retentissement exceptionnel. Mais ils se disent aussi, ok, on a tout cassé, on commence à parler d'ancien régime le 5 août, quoi. On a tout cassé, mais avec quoi on reconstruit, quoi. On n'a rien décrété de très positif. Donc c'est un vertige. Ok, il faut rebâtir tout un système.
Donc que fait-on? Donc ils vont se lancer dans la rédaction d'une constitution. Et qui dit constitution dit quel est le pouvoir du roi. Et donc il y a 2-3 mois très flous où il faut préciser d'une part les décrets qu'ils ont pris dans l'ivresse générale le 4 août. Donc c'est ce qu'on appelle les décrets d'application, quoi. Une fois qu'on a décrété quelque chose, une fois que la loi est passée, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et honnêtement, je ne saurais pas résumer ça en quelques mots parce que c'est plein de petits jeux politiques. Donc de ça, il faut retenir 2 choses. 1, Louis XVI, finalement, en un sens, il a ce qu'il voulait. C'est-à-dire que oui, les nobles acceptent de payer l'impôt, mais il y a tellement d'autres choses qui sont passées que lui, il a un fonds conservateur qui se dit il ne peut pas accepter ça, en vrai. Donc il temporise, comme il faisait ce qu'il sait faire de mieux. Et la deuxième chose, c'est que toutes les décisions qu'ils ont prises ne font pas rentrer l'argent tout de suite dans les caisses. Donc il y a 3-4 mois de grandes discussions pour trouver l'argent magique. Et finalement, il y en a de l'argent magique et ils finissent par tous tomber d'accord. Enfin, nobles et tiers états finissent par tomber d'accord que l'argent magique, c'est avec celui de l'Église. Et donc ils trouvent un système pour... en gros, s'accaparer, nationaliser les biens de l'Église. Donc c'est ce qui deviendra les biens nationaux. Il y a toute une discussion sur les étapes qui mènent à cette nationalisation des églises. Et dans une première étape, c'est pas tout à fait clair que la suite sera comme ça. Et le clergé participe de manière comme si c'était un peu les dindons de la farce. Ils sont totalement les dindons de la farce. Et dedans, il y a des ruses grossières. À l'Assemblée, il y a une ruse grossière où il y a à un moment, un député qui monte à la tribune en disant j'ai une liste là de curés qui sont prêts à signer l'abandon des dîmes. Ce serait quand même dommage qu'on fasse circuler partout dans Paris une liste où votre nom ne serait pas. et les députés du clergé viennent tous, alors que c'est un faux grossier. Cette histoire. Il y a quelques noms dessus. Il avait 5 noms, quoi, donc c'est un bluff. Mais tous les députés du clergé, c'est à la fois les évêques qui sont des nobles extrêmement riches et les curés qui sont les plus pauvres de cette assemblée viennent signer l'abandon de la dîme. Donc finalement l'Église se retrouve sans moyens. Parce qu'il y a aussi la promesse, je crois que si on change le système, une partie des gens mal payés dans l'Église seront mieux payés. Mais on n'explique pas comment on va les payer parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Exactement. C'est aussi pour ça que c'est, entre guillemets, avec le recul, on a l'impression que c'est un peu naïf. Alors, et là, parce que ce que j'ai raconté jusqu'à-là, il y a peut-être des éléments un peu complexes, mais il y a finalement quelque chose qui résume assez bien tout ce qui se passe à cet été 89 et qui n'est pas sans parallèle avec aujourd'hui. C'est que le clergé a organisé un tel système de prédation des richesses, en gros un système pyramidal qui fait que tout remonte, tout l'argent est siphonné par les évêques, que les curés, les curés de village sont vraiment réduits à ce qu'on appelle la portion congrue à l'époque, donc vraiment c'est des pauvres gens. Ils se retrouvent aux États généraux, dans la chambre du clergé, une moitié d'évêques, une moitié de curés. Parce que les curés ont été autorisés à participer aux États généraux. Et quand il y a eu les élections pour les députés des États généraux, dans plein de provinces, les curés de village se sont mis ensemble pour dégager les évêques. Et donc on peut expliquer quasiment tout ce début de la Révolution par les rapports de pouvoir entre les curés et les évêques. Et les curés qui finalement vont se venger de leurs évêques en s'alliant avec le tiers-état. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres dans le livre, de toutes ces petites luttes politiques qui mènent à la fin à une nuit révolutionnaire quasiment, enfin d'abolition des privilèges. Peut-être de manière finale, entre le 4 août et le moment où le changement est réellement entériné dans la loi, c'est à quel moment qu'il est réellement entériné dans la loi et que pour les Français, les privilèges disparaissent? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Il y a plein de... c'est finalement promulgué, comme on dit, une première fois en novembre et une deuxième fois avec des décrets d'application en février. Et en vérité, tout ce qui décide sur les privilèges n'est jamais vraiment adopté. Il y a une dernière chose qu'il faut que j'explique quand même, c'est que
le 4 août, ils n'abandonnent pas leurs privilèges. Les nobles n'abandonnent pas tout, ils proposent de racheter leurs privilèges. Enfin, que les gens rachètent leurs privilèges. C'est une opération, comment dire, c'est presque une arnaque en fait. C'est-à-dire que, pour être concret, moi je paye, tous les mois je dois payer 1000 francs à mon seigneur. On ne me propose pas d'éliminer cette dette, enfin c'est 1000 francs. On me dit, si tu donnes 100 000 francs, c'est bon, t'es exonéré. Mais personne n'a 100 000 francs. Et puis surtout, je crois que l'espérance de vie est encore relativement courte à l'époque, donc ça correspond quasiment, je sais pas, ce qu'ils doivent payer correspond à l'espérance de vie. C'est presque ça, enfin, vraiment. Mais après, on est dans une nuit, vraiment ce que les contemporains ont décrit comme une nuit d'ivresse, où personne n'est là à faire ses calculs, quoi. Mais en vrai, le système n'est pas, comment dire, le principe, le symbole a marqué. Le symbole a tout mis en branle. Et ensuite, concrètement, ce qui était proposé par les nobles, donc Noailles et le duc d'Aiguillon au tout début de la nuit, n'était pas applicable. Et de fait, ça n'a jamais été appliqué. Et c'est en 93 seulement que finalement, la Convention va décréter que, ok, non, on abandonne tout et vous ne devez plus rien, puis c'est fini. Donc c'est surtout la dynamique qui est lancée cette nuit-là. Ouais. Dans le livre, à la fin, vous faites une comparaison en termes de symboles entre la chute du mur, donc, qui est plus récente, et cette fin des privilèges. Pourquoi est-ce que la comparaison pour vous est convaincante? Alors, elle est convaincante, enfin, elle me semble pertinente, par le retentissement que cette histoire peut avoir en Europe, parce que l'Europe entière, il n'y a pas de médias, voilà, il n'y a pas de chaîne d'infos en continu à l'époque, hein, mais l'Europe entière a les yeux rivés sur ce qui se passe à Versailles, en fait, quand même. C'est une révolution politique, hein, c'est très clair. Donc les autres pays ont soit peur ou souhaitent que ça arrive aussi chez eux. Exactement. Et quand finalement la France met fin au régime féodal, parce que le décret du 4 août commence comme ça, c'est nous déclarons, je ne sais plus comment ils disent exactement, mais nous déclarons aboli le régime féodal. Ça, c'est grand choc. Et ça, c'est le mur qui s'effondre, quoi. C'est tout le système qui est mis à bas. Et voilà. Et l'autre, là où l'image est pertinente aussi, c'est qu'un mur cassé, à un moment, il faut reconstruire quelque chose, quoi. Et c'est toute la difficulté de la suite du 4 août. L'après-nuit du 4 août. Ouais. Dans le livre, on suit par petits épisodes, on a parlé de Necker. Necker, il a une fille qui est restée aussi dans l'histoire, qui est très connue, Germaine de Staël, et vous l'évoquez plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Germaine de Staël? Est-ce qu'elle vous a passionné et du coup vous l'avez fait apparaître dans le récit? Pourquoi est-ce qu'elle est autant présente? Elle a... comment dire, j'ai cherché, parce que là c'est assez technique ce qu'on raconte. Moi, ce que j'ai cherché à faire dans le livre, c'est prendre des personnages réels dans l'Assemblée, donc des nobles, des gens du clergé, des gens du tiers-état. Je voulais couvrir tous les angles en fait de ce qui se passait dans l'Assemblée. Et comme les séances sont publiques, je cherchais aussi des gens qui étaient dans les tribunes. Donc j'ai trouvé des journalistes qui écrivent des feuilles de chou tous les jours depuis le début des États généraux, mais qui écrivent vraiment au jour le jour. Et j'ai trouvé aussi les mémoires de Germaine de Staël, donc qui est la fille de Necker, qui elle assistait aux séances depuis le début des États généraux et qui a une plume brillante, deux une vision. Elle a une intelligence prodigieuse, quoi. Donc elle raconte ce qu'elle voyait au début de ces débats de l'Assemblée. Donc elle raconte le désordre complet, l'envie des orateurs de faire plaisir au public et surtout aux dames du public. Donc voilà, elle m'offrait un éclairage qui n'était pas du tout celui qu'on a d'habitude sur cette Assemblée. Et voilà, j'ai adoré suivre le journal de Germaine de Staël, vraiment jour après jour. J'attendais avec impatience d'arriver au moment du 4 août où je pensais qu'elle allait me livrer une clé. Mais le 4 août au soir, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et pour boucler la boucle sur notre discussion, personne ne pense le 4 août au soir qu'il va se passer ce qui va se passer. La preuve, c'est une des séances qui a le moins de spectateurs depuis le début des États généraux.
En tout cas, dans le livre, en plus de Germaine et des différents députés, aussi des députés qui ne restent pas du tout dans l'histoire, qui ne sont pas connus, enfin dont le nom n'est pas resté. On s'attache vraiment aux personnages, vous décrivez très bien, donc aussi toutes les discussions dans les cafés, etc. Donc le roman se lit aussi quasiment comme une suite de petites histoires. Enfin, c'est un livre historique, mais on peut le lire quasiment comme un roman avec des personnages très profonds et attachants. Donc c'est un exercice très réussi aussi pour ça. Je vous remercie et je voudrais ajouter peut-être juste une précision sur la démarche. En fait, quand on écrit un livre d'histoire, en général, on connaît la suite. Donc, c'est facile de considérer que les choses sont inéluctables puisqu'on sait qu'elles ont eu lieu. Pour rebondir sur ce que vous disiez en début de conversation. Là, je me suis attaché à des personnages qui vivent l'histoire au jour le jour et qui, eux, ne savent pas du tout ce qui va se passer le lendemain ou dans l'heure d'après. Donc, c'est ça aussi qui fait la dynamique que j'ai voulu un peu romanesque. C'est de me mettre à la place de ces personnages qui ne savent pas du tout ce qui va se passer après. Et qui même, pour une partie, débarquent à Paris, ne savent pas du tout quand ils vont repartir, ne savent pas où ils doivent habiter, comment ils peuvent mener le reste de leur activité qui était encore présente dans leur village ou dans leur ville locale. Donc il y a quelque chose d'assez incongru aussi dans la vie de ces députés qui paraissent parfois même un peu ridicules ou qui ne comprennent pas. Oui, mais c'est un peu comme une convention citoyenne qui deviendrait Assemblée nationale, quoi. Les gens sont venus pour 3 semaines, on leur a dit viens, c'est bénévole. Et tu veux participer à quelque chose et ceux qui se retrouvent pris dans quelque chose d'énorme. Le projet de la nation. Alors, comme toujours, à la fin de nos entretiens, on pose une question finale à nos invités. Et la question, c'est quel livre vous a marqué au fil de votre vie en lien avec la liberté? Alors, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis arrêté sur Spartacus d'Arthur Koestler. Spartacus raconte la révolte des gladiateurs à Rome et des esclaves vers moins 73 avant Jésus-Christ, je crois. Et donc qui prennent leur liberté. Et Koestler a 2 fils rouges en fait. Le premier fil rouge, c'est l'utopie que Spartacus et les milliers de gens qui le suivent veulent construire. Donc, il appelle ça la Cité du Soleil. C'est vraiment une utopie qu'ils veulent construire tout en combattant les armées romaines qui cherchent à les exterminer. Et le deuxième fil rouge de Koestler, c'est les conflits intérieurs de Spartacus qui découvrent en gros le poids de la liberté. Et qui est considéré comme un chef par les autres alors qu'il n'a pas envie d'être chef, que lui il va retrouver sa liberté, il voudrait juste être tranquille. C'est un lien aussi avec Louis XVI peut-être. Ah, c'est pas faux. Louis XVI m'aurait bien aimé qu'on le laisse tranquille, oui. C'était sa grande ambition. Alors sur ce mot final, on vous conseille du coup de lire la piste de lecture évoquée et également l'abolition des privilèges, un livre que vous avez écrit qui se lit comme un roman et dans lequel on s'attache aux personnages. Donc une bonne lecture à tout le monde et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Merci à vous. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.